Très heureuse de vous informer à cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. La fin de la visite d'État du président Félix Tshisekedi au Tchad a été marquée par la signature mardi 25 juin de 3 accords. Il s'agit de l'accord cadre de coopération globale, l'accord d'exemption des visas réciproques pour les citoyens de chaque pays, ainsi que l'accord pour la consultation diplomatique régulière. Images et commentaires. Pour terminer sa visite d'État le mardi à Djamena, au Tchad, le président Félix Tshisekedi a d'abord eu droit aux honneurs militaires au palais présidentiel en compagnie de son homologue Mahamat Idriss Déby Itno. Revue de troupes, salut au drapeau et hymnes nationaux, toute une solennité déployée en l'honneur de l'invité de marque. Les deux chefs d'État s'y sont ensuite entretenus à huis clos pendant 2h30. Ils ont passé en revue des sujets d'intérêt commun, notamment le dossier sécuritaire tel que la menace terroriste au Sahel et l'agression du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les relations bilatérales entre leurs pays. Sur le plan sécuritaire, ils ont insisté pour que la communauté internationale mette tout en œuvre pour appuyer les efforts de paix, la sécurité et de stabilité en Afrique et dans le monde. Par ailleurs, les présidents Félix Tshisekedi et Mahamat Idriss Déby ont réaffirmé leur volonté d'approfondir les relations tant économiques, politiques que diplomatiques entre la RDC et le Tchad. Cet tête-à-tête a été suivi d'une cérémonie de signature de 3 accords de coopération, un accord cadre de coopération globale, un accord d'exemption de visas réciproques pour le citoyen de chaque pays et un accord pour les consultations diplomatiques régulières. La grande commission mixte RDC-Tchad va se réunir très prochainement à Kinshasa. De plus, le chef de l'État a invité le président Idriss Déby à effectuer une visite officielle en RDC. Le président Tshisekedi a repris son avion en fin d'après-midi pour rentrer à Kinshasa, capitale de la RDC. Rendons-nous à l'est de la RDC. La première ministre Judith Suminwa a annoncé le mardi 25 juin 2024 une aide d'urgence du gouvernement en faveur de plus de 100 familles victimes de l'incendie du quartier Niamougo et Kanfou dans la commune de Kadoutou à Bukavu. Judith Suminwa Tuluka est allée à la rencontre des sinistrés du chef-lieu de la province du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo après avoir tenu un meeting populaire à la place de l'indépendance à Bukavu. Bijouloumuna pour le reportage. Dans la commune de Kadoutou à Bukavu, les familles victimes de l'incendie meurtrier qui s'est produit dans la nuit du 9 au 10 juin dernier ont reçu une visite de réconfort de la chef du gouvernement. Judith Suminwa a promis une aide d'urgence dès son retour à Kinshasa, mais pour parer au plus pressé, elle a donné une enveloppe consistante pour soulager les familles. Je sais que plusieurs sont passés vous voir, mais votre situation ne change pas. Il fallait que je vienne moi-même voir la situation. Quand je rentrerai à Kinshasa, une aide vous sera parvenue. Mais avant que je ne rentre, je vous ai apporté quelque chose, mais il doit être distribué dans l'ordre. Nous allons donner au gouverneur et ensuite, vos représentants se présenteront au gouverneur avec des listes pour une distribution dans l'ordre. Tokopesa epai ya papa gouverneur ba représentant na bino ba comité na bino ba rokene epai ya papa gouverneur ba giana ba liste po bazwa biloko pona kokabola na ordre. Bien avant de visiter les sinistrés de l'incendie, la première ministre, accompagnée de quelques membres du gouvernement, s'est adressée à toute la population de Bukavu. Dans un meeting tenu à la place de l'indépendance, Judith Suminwa Tuluka a rassuré les Sud-Kivusiens de la poursuite des efforts dans la recherche de la paix et des solutions aux problèmes sociaux des populations. Nous allons continuer à soutenir nos FARDC ainsi que la PNC pour stopper et mettre hors d'état de nuire nos ennemis. En effet, la sécurité est au cœur des priorités de mon gouvernement. Nous allons aussi poursuivre les efforts de consolidation pour la gratuité de l'enseignement et assurer une meilleure qualité dans l'enseignement. Nous allons continuer le programme de gratuité des accouchements et la prise en charge des nouveau-nés avec le début de la couverture santé universelle. Mais nous savons aussi que vous, la population, vous faites face
au problème du taux de change. Je sais que ce n'est pas facile, mais je peux vous assurer qu'avec mon leadership, en tant que femme, en tant que maman, comprenant la situation de ces enfants, je ferai le nécessaire, je ferai de mon mieux pour faire évoluer les choses. Après le Sud Kivu, la première ministre a mis le cap sur Goma, au Nord Kivu, où elle va déployer plusieurs activités. Elle met à profit son séjour dans ces provinces pour palper du doigt les réalités de l'insécurité et d'autres problèmes sociaux qui touchent les populations dans cette partie de la RDC et voir comment apporter des solutions appropriées. Voilà, restons toujours dans la province du Sud Kivu, la base de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, à Bukavu, au Sud Kivu, à l'est de la RDC, a été fermée officiellement le mardi 25 juin 2024, suivant la résolution 2717 du 19 décembre 2023 du Conseil de sécurité. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, a également pris part à cette cérémonie. Les détails dans cet élément. La fermeture de la base de la MONUSCO à Bukavu au Sud Kivu marque une étape importante dans le désengagement de la mission onusienne en RDC. Ces retraits est intervenu après d'âpres négociations entre le gouvernement congolais et les Nations Unies. Avant Bukavu au Sud Kivu ce jour, la MONUSCO s'est précédemment retirée d'autres provinces où elle était présente. Selon le chef de la MONUSCO, le départ de la MONUSCO ne marque pas le départ des Nations Unies de l'Est de la RDC. La fermeture du bureau du Sud Kivu de la MONUSCO est l'aboutissement d'un long processus. Au fil des années, la mission s'est retirée progressivement de plusieurs provinces. Le dernier retrait était en juin 2022 de la province du Tanganyika. Avec le départ de la mission du Sud Kivu, le gouvernement assume ses fonctions régaliennes pleinement, en particulier celles relatives à la protection des civils et à la restauration de son autorité. Suite au retrait des troupes onusiennes de base qu'elles occupaient, le gouvernement congolais est appelé à reprendre le flambeau pour la protection des civils et l'instauration de l'autorité de l'État. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur en est conscient et promet que le gouvernement est prêt à jouer ce rôle. Suivant la résolution 2717 du 19 décembre 2023 du Conseil de sécurité, nous consacrons la fin de la mission onusienne dans la province du Sud Kivu. C'est l'occasion pour moi de souligner que le retrait de la MONUSCO au Sud Kivu a été réalisé dans les délais impartis. Il y a donc lieu de remercier toutes les parties prenantes dont la contribution aura permis pareil résultat. Si le désengagement concourt au transfert des bases militaires et installation de la MONUSCO aux forces de défense et sécurité nationale, la transition, quant à elle, constituera cette période pendant laquelle le gouvernement assumera pleinement les activités autrefois exercées par la mission onusienne avec l'appui des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies. La mission de l'ONU est présente en RDC depuis 1999, d'abord sous le nom de MONUC, Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. En 2010, elle est devenue MONUSCO, Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Retournons à Kinshasa. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a reçu en audience le mardi 25 juin une délégation du réseau de jeunes parlementaires qui vient de créer nouvellement un nouveau réseau de jeunes parlementaires de la 4e législature. Ces réseaux viennent en soutien aux idées salvatrices du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'inclure la jeunesse dans le processus du développement de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale veut imprimer de nouvelles valeurs à la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe a accepté de soutenir ces jeunes parlementaires qui viennent de créer un nouveau réseau des jeunes parlementaires de la 4e législature.
Le travail, l'unité et l'émergence est leur slogan. Un slogan qui rencontre celui du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Soutenant l'idée salvatrice du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'inclure la jeunesse dans les processus du développement de la RDC, ces jeunes parlementaires sont conscients de la responsabilité qu'ils ont pour faire avancer le pays, a révélé l'honorable Bimois Laron Roger. De par cette rencontre, nous avons acté la création de ce réseau. Nous avons déjà transmis à l'honorable président le règlement intérieur de notre réseau de jeunes parlementaires, ainsi que la liste des signataires. Tout au long du premier mandat, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a invité les jeunes à participer massivement aux élections de décembre 2023. La jeunesse a accepté cette invitation et a massivement participé. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale en grande majorité composée de jeunes parlementaires. Nous devions acter cela, nous devions faire en sorte que ce partenariat, que cet accompagnement que nous devons faire avec les chefs de l'État, mais aussi avec l'honorable président, se fasse par la création d'une structure, la structure des jeunes parlementaires de la 4e législature. Les jeunes députés nationaux regroupés dans ces réseaux sont déterminés à accompagner le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, lui qui a la charge de concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son deuxième mandat. Très réceptif, Vital Kamerhe a donné sa bénédiction et a rassuré aux jeunes parlementaires son soutien indélébile, car la jeunesse contribue à développer la résilience de nos communautés et stimuler le progrès. En dehors de nos frontières, le Premier ministre d'Haïti, Gary Conille, a donné un point de presse mardi à l'arrivée du premier contingent d'officiers de la police kenyane au Port-au-Prince. Gary Conille a remercié le pays d'Afrique de l'Est pour sa solidarité, notant que les gangs ont vandalisé les maisons et des hôpitaux ainsi qu'incendié des bibliothèques, rendant Haïti invivable. Diane Bonga nous fait le point. Le Premier ministre a indiqué que la police kenyane serait déployée dans le prochain jour, mais n'a pas donné des détails sur sa première mission. Les Kenyans constituent le premier contingent de policiers étrangers soutenus par l'ONU à arriver en Haïti, près de 2 ans après que ces pays de Caraïbes en proie à des troubles a demandé d'urgence de l'aide pour juguler la montée de la violence de gangs. Le pays traverse une période très difficile, mais nous sommes déjà engagés à résoudre les problèmes. Monsieur Kony était accompagné de Monica Juma, ancienne ministre kenyane des Affaires étrangères, aujourd'hui conseillère du président William Ruto en matière de sécurité nationale. Madame Juma a salué la presse et les autorités en lançant un Hakuna Matata que l'on peut traduire librement en swahili par « il n'y a pas de problème » ou d'inquiétude. Nous sommes donc unis dans notre engagement à soutenir la police nationale haïtienne, à rétablir l'ordre et la sécurité pour construire des ponts entre nos peuples et nos nations. Ils devront faire face à des gangs violents qui contrôlent 80% de la capitale haïtienne et qui ont laissé plus de 580 000 personnes dans les pays en pillant les quartiers dans leur quête de contrôler du territoire. Les gangs ont également tué plusieurs milliers de personnes ces dernières années. Rendons-nous au Kenya, c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. De jeunes gens qui ont pris d'assaut les locaux du Parlement ont été rassemblés de députés, où étaient rassemblés les députés qui statuaient sur la nouvelle loi de finances. Son adoption, malgré les refus d'une frange de la population, a conduit à des violents affrontements entre forces de l'ordre et le manifestant. Ce mardi noir, plusieurs manifestants ont trouvé la mort. Merveille Loabéa. La police a fait usage de gaz lacrymogène, bilan plusieurs blessés et des centaines d'arrestations. Dans la foulée, de nombreux commerces ont été vandalisés dans la capitale Nairobi et un couvre-feu est entré en vigueur. Le président kenyan s'est adressé à la population affirmant que les protestations qu'il juge légitimes sont soutenues par
par des groupes de criminels organisés. Il a annoncé un important dispositif sécuritaire dans la capitale pour un retour au calme. Les événements aujourd'hui marquent un tournant décisif dans notre capacité à répondre aux graves menaces sur notre sécurité nationale. Je tiens à rassurer toute la nation. Le gouvernement a mobilisé les ressources nécessaires pour s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise plus, quel qu'en soit le coût. Des manifestations et affrontements ont également eu lieu dans plusieurs villes du Kenya. Après son adoption au Parlement, la loi des finances devait être approuvée cette semaine par le président Ruto. Restons toujours au Kenya, les autorités ont tiré à blanc pour disperser les manifestants de la banlieue de Nairobi dans la nuit de mardi à mercredi, quelques heures après que le manifestant ait pris d'assaut le Parlement lors de manifestations meurtrières brûlant deux parties du bâtiment tandis que les députés s'enfuyaient. Alors que le pays est aux prises avec des augmentations d'impôts controversées. Diane Bonga revient une fois de plus. La police a déclaré avoir tiré plus de 700 balles à blanc à Githurai, une banlieue située à l'est de la capitale Nairobi. Des vidéos des tirs perçant l'air nocturne ont été partagées en ligne et rapportées par les médias locaux. L'armée a été déployée pendant la nuit pour soutenir la police dans le cadre de l'urgence sécuritaire et a patrouillé dans les quartiers centraux des affaires mardi soir, alors que le président William Ruto qualifiait les événements de trahison et promettait de réprimer les troubles à n'importe quel prix. Des milliers de manifestants ont pris d'assaut et incendié une partie du Parlement kenyan mardi pour protester contre de propositions fiscales. La police a répondu par de coups de feu et plusieurs manifestants ont été tués. Fin de la page africaine, place à présent à la revue de presse avec Merveille Loabeya. Bonjour Merveille Loabeya, merci de nous rejoindre sur ces plateaux pour la revue de presse. Merci à toi Rantalvi là de me recevoir sur ce plateau. Le Tchad prouve sa reconnaissance au président Félix Tshisekedi. Eh bien, bienvenue à tous à cette revue de presse de journaux parus dans la capitale congolaise de ce mercredi 26 juin. Ouvrons cette lecture de journaux avec l'avenir qui titre « Le président Félix a reçu le Grand Croix de l'Ordre national de Tchad de main de Mahamat Idriss Déby Itno pour son rôle d'accompagnement dans le processus de transition. Le chef de l'État congolais a aussi inauguré hier mardi une avenue rebaptisée en son nom par les autorités tchadiennes au cours de la capitale Djamena. Revenons pratiquement sur le même sujet, cette fois avec RFI, qui marque honneur rendu au président congolais Félix Tshisekedi, font grincer les dents parmi l'opposition tchadienne, qui considère Mahamat Déby comme seul gagnant de ses efforts diplomatiques en tant que médiateur de CEAC au Tchad. Changeons de sujet, le gouvernement a du mal à décoller. Oui, cette fois, Nouveau Congo, pour sa part, renseigne que 2 semaines après l'investiture, le gouvernement souminois a du mal décoller. Quel confrère s'interroge sur quel acte déjà posé le membre du gouvernement dirigé par Jude Souminois depuis son investiture. À cette question, il sera difficile à un Congolais de donner une réponse claire. Retrait de la MONUSCO du Sud Kivu, une effectivité. Oui, abordons la situation sécuritaire, cette fois avec le journal Africa News qui rapporte comme annoncé en février dernier par la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. La MONUSCO entame son retrait dans la province du Sud Kivu. La cérémonie marquant la fermeture officielle de son bureau à Bukavu, centre névralgique de ces opérations du Sud Kivu depuis 20 ans, a eu lieu hier mardi à l'aéroport du Kavumu, dans le territoire du Kabaré, en présence de la première ministre Judith Suminwa.
En justice, procès coup d'État de jouer, le tribunal rejette les demandes d'annulation des PV. Oui, Rantaluela, voyons maintenant avec 7 sur 7 qui indique pour sa part, procès coup d'État, le tribunal rejette les demandes d'annulation des PV de tous les prévenus, à l'exception de ceux de Jean-Jacques Wondo, dans cette décision lue par le major Freddy Eoumé. Le tribunal militaire de la Gombe rejetait l'essentiel de moyens soulevés par les avocats et ordonné les débuts des instructions du fond de l'affaire. Cette instance judiciaire a aussi déclaré irrécevable le requête concernant la restitution des objets saisis et la libération de l'auberge où Christian Malanga et consorts habitaient à Kinshasa. Parlons éducation nationale, le résultat pour l'exéta 2023-2024 attendu pour le 20 juillet 2024. Oui, bouclons ce kiosque à journaux avec la prospérité qui fixe sur l'examen d'État et donne rendez-vous aux élèves le 20 juillet, date retenue pour la publication du résultat. La 58e session de l'examen d'État a débuté le lundi 24 juin dernier et rentre dans sa 3e journée avant la dernière clôture qui interviendra demain jeudi. C'est la fin de la lecture de journaux. Merci beaucoup Merveille Loabea pour cette lecture de journaux et c'est la fin de cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. Retrouvez à 19h juste Bijou Lumuna pour la grande édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.